Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Hassan Diouf en détention au Sénégal. Son avocat parle de séquestration et de violation de ses droits. Maître Elhadji Diouf demande l'annulation de la procédure qui n'a respecté aucune règle, dit-il. Pas de risque de pénurie d'oignons et de pommes de terre à la veille de la Tabaski. Le marché est très bien approvisionné, de l'avis du ministre du Commerce. Ali Oussar, qui a visité quelques marchés, assure qu'il n'y aura pas de spéculation sur les prix. Pèlerinage à la Mecque, le stationnement d'Arafat prévu ce jeudi. Une journée symbolique et remplie de vertus pour les musulmans. À suivre les explications de l'imam Mokhtar Ndiaye. Et puis l'environnement du stade Léopold Sédar Senghor préoccupe à quelques jours du match Sénégal-Burkina Faso. Les riverains déplorent l'insalubrité et l'insécurité qui règnent à cause des vendeurs de moutons qui ont investi les lieux. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Un mort, 8 blessés, dont 5 graves. C'est le bilan de l'accident survenu sur l'axe Touba-Dara, à hauteur du village de Khatali. Le drame s'est produit tôt ce matin. Une information de notre correspondant à Linguer, Modoumbay. Je vous l'annonçais dans les titres. Au lendemain de son interpellation, de l'interpellation d'Hassan Diouf, son avocat parle de séquestration et de violation des droits de l'homme à l'encontre de son client. Il demande l'annulation de la procédure qui n'a respecté aucune règle. Maître Elhadji Diouf faisait face à la presse au sortir de son face-à-face avec Hassan Diop. Compte rendu signé Adi Atala et Mardien. Hassan Diouf a passé sa première nuit à la police du plateau, selon son avocat Maître Elhadji Diouf, qui assimile l'interpellation de son client à de la forfaiture. M. Hassan Diouf a été arrêté hier, enlevé, séquestré, conduit dans une voiture banalisée au commissariat du plateau. On a enlevé ses chaussures pour l'humilier. Mais on l'a enlevé après le départ des Américains dans la salle de retrait des bagages. L'avocat dénonce l'audition d'Hassan Diouf en violation des textes du règlement de la CEDEAO et de l'UEMOA. Les policiers n'ont pas tenu compte de cette constitution d'avocat. Ils l'ont interrogé en l'absence de son avocat, Maître Elhadji Diouf. C'est après son audition, après son interrogatoire, que le commissaire Diko m'a appelé. Donc, toute l'audition est nulle, l'interrogatoire est nul, en violation des dispositions pertinentes du règlement 5, en son article 5 de l'UEMOA. Maître Elhadji Diouf demande l'annulation de la procédure et invite son client à ne plus répondre aux questions des enquêteurs. Je lui ai dit de ne plus répondre aux questions des policiers tant que je ne suis pas à ses côtés. Parce qu'on viole ses droits. À partir de maintenant, il ne répondra plus aux questions des policiers tant que je ne suis pas à ses côtés. Au lendemain de son rapatriement, Hassan Diouf a l'air toujours serein entre les mains de la police, en attendant son face-à-face avec le procureur. Lui, il est très à l'aise, jovial, confiant, croyant surtout. Nous restons avec Maître Elhadji Diouf qui annonce que son client détient des informations sensibles et capables de déstabiliser qui risquent d'être dévoilées sous peu. Tout dépend, dit-il, de la tournure que prendra la procédure. Nous l'écoutons. Si on maintient le délit d'injure et d'offense, je dis qu'on va vers la guerre. C'est-à-dire on va vers le déballage. Et lui, il a dit aux policiers, il a des raisons valables d'insulter. Parce qu'il détient des choses. Et comme il détient des choses et des renseignements sûrs et valables, il n'a pas tout dit, il n'a fait qu'insulter pour avertir, mais le moment venu, si l'intimidation, l'agression, l'humiliation continue, il sera obligé de passer au grand déballage. C'est une bombe. Un grand déballage, si ce n'est pas une bombe, ça lui ressemble bien.
Et puis Barthélémy Diaz engage deux avocats pour Hassan Diouf. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur persiste et signe. Hassan Diouf est un patriote qui manifeste son mécontentement. Selon lui, le gouvernement du Sénégal est à l'origine de tous ces problèmes. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Fatidia. J'adhère au principe du combat de M. Hassan Diouf. J'adhère au principe du combat de tous ces Sénégalais, de toutes ces Sénégalaises qui expriment à leur façon notre amertume, notre désolation et toute notre indignation de constater la dictature qu'on est en train d'installer au Sénégal. Et à ce titre, je voudrais dire à sa famille, dire à ses amis, dire à tous ces Sénégalaises et ces Sénégalais qui le soutiennent qu'ils ne seront pas seuls dans ce combat. À ce titre, j'ai décidé de constituer deux avocats pour sa défense, donc Maître Cheikh Kouressiba et Maître Dembesiré Bachili. J'ai aussi décidé de prendre tous les frais de restauration de Hassan Diouf pendant tout son séjour carcéral, parce qu'il sera malheureusement emprisonné pour soi-disant offense au chef de l'État, en oubliant que le chef de l'État passe tout son temps à offenser le peuple sénégalais. L'avocat Maître Massour Nakan condamne les injures. Il appelle les autorités à suivre les enquêtes déjà ouvertes pour édifier Hassan Diouf. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Aminata Mbarisso. Procédure qui démarre. C'est une personne qui a eu un comportement sur le net que tout le monde déplore. Est-ce qu'il est psychologiquement normal? Tout ça, il faut une enquête pour déterminer ça. Mais ce qu'on a pu voir, c'est extrêmement grave. Ça ne doit pas être accepté. Dans une démocratie, ça ne doit pas être accepté. Personne n'ose aller au Maroc ou en Arabie Saoudite insulter les autorités et autres. Ce n'est pas acceptable. Si quelqu'un le fait, s'il l'a fait volontairement, il faut qu'une procédure soit faite. S'il reconnaît qu'il a fauté, il faut qu'il demande pardon. Et que quand même qu'on évite des récidives comme ça, qu'il y ait suffisamment de dissuasion pour qu'il n'y ait pas de récidives de cette nature-là. Hassan Diouf, donc désormais entre les mains des enquêteurs, il est le seul à ne pas rentrer chez lui. Parmi les 17 Sénégalais rapatriés des États-Unis, ils ont été accueillis tard dans la nuit par le directeur des Sénégalais de l'extérieur, Souri Kaba, qui leur a apporté un soutien financier de 100 000 francs à CFA. Adiatala Ibrahima Kamara y était pour nous. 16 autres compatriotes expulsés des États-Unis ont foulé le sol sénégalais. Sur le sort réservé à Hassan Diouf, le directeur des Sénégalais de l'extérieur, Souri Kaba, fait dans le clair-obscur, même si d'autres sources révèlent que ce dernier est entre les mains des enquêteurs. Et dans de pareilles situations, nous recevons des instructions fermes qui nous obligent à venir souhaiter les bienvenus à nos compatriotes. Et dans ces 17 compatriotes, je suppose qu'il y avait bien M. Diouf. Non, il n'y a pas eu de traitement particulier. Ils ont été tous bien reçus, bien accueillis, autant par la police que par la gendarmerie pour les besoins d'enquête policière. De l'avis de Maître El Hadj Diouf qui a fait le déplacement à l'aéroport, Hassan n'est rien d'autre qu'une victime d'un acharnement. Tout est opaque, tout est obscur. On fait tout pour qu'il n'y ait pas la vérité, pour que ne jaillisse pas la vérité. Je suis là pour chercher la vérité. Je suis à l'aéroport pour accueillir mon client Hassan Diouf, qui m'a demandé de me confier pour lui. Qui a été tué par Hassan Diouf? Personne. Quelle drogue on a saisi sur lui? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Même s'il a fait quelque chose, on peut le défendre toujours. Des proches de l'insulteur des réseaux sociaux, éprouvés par le sort d'un des leurs, souhaitent que les victimes d'injures fassent preuve de clémence et qu'Hassan se confonde en excuses. Quand tu as ton enfant qui a fauté, un frère qui a fauté, tu l'encadres pour lui sortir de cette situation-là, puisque c'est après qu'on va réprimander la faute. Mais comme il est dans les difficultés, nous sommes intervenus humainement, puisque c'est un frère. L'État du Sénégal a ses enfants peuvent fauter et doivent prendre la cravache. Mais si on peut aider à ce que la cravache n'atteigne pas l'enfant, on s'y met humainement. Les rapatriés des États-Unis, à l'exception de Hassan Diouf, qui n'avait individuellement par devers eux qu'un sachet contenant leurs effets, ont tous bénéficié d'un soutien financier de 100 000 francs chacun,
à leur descente d'avion. Et puis nous parlons de toute autre chose. Khalifa Sall n'est plus dans les liens de la détention préventive, c'est plutôt un otage politique. Déclaration faite par ses partisans en conférence de presse cet après-midi. Ils évoquent l'immunité parlementaire du maire de Dakar et annoncent d'autres actions dans les prochains jours. Cheikh Gueye, maire de Derklé, je vous propose d'écouter au micro de Fatidia et Younous Diatta. C'est un otage politique, pour la bonne et simple raison que Khalifa Sall, par la volonté du peuple sénégalais, est aujourd'hui député du peuple. Hier c'est le maire, aujourd'hui c'est le député maire Khalifa Sall. Et je pense que les Sénégalais de l'intérieur et de la diaspora qui ont voté pour sa liste et ont fait de lui le député qu'il est, c'est en connaissance de cause qu'ils ont voté pour Khalifa Sall. Ils souhaiteraient dans la grande majorité que Khalifa Sall soit un représentant du peuple à l'hémicycle pour défendre les intérêts du peuple. À ce titre, il jouit justement de toutes les prérogatives qu'un député a. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle l'immunité parlementaire et du point de vue de l'irresponsabilité comme de l'inviolabilité, je pense que Khalifa Sall ne devrait pas passer une seule seconde de plus derrière le barreau. Nous pensons aujourd'hui que le combat de Khalifa Sall dépasse les contingences partisanes. Ce n'est pas un problème de Mankota au Sénégal ou un problème des amis ou un problème de Khalifa Sall. C'est un problème de la nation, de la République. Il s'agit aujourd'hui d'une question qui interpelle tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises. Nous parlons à présent de la présence sur le marché de produits avariés. Le président de SOS Consommateurs plaide pour des sanctions pécuniaires à l'encontre des fauteurs de troubles. Maître Massornakan rappelle, en profiter pour rappeler la saisie dimanche dernier d'une quantité de riz impropre à la consommation. Il était l'invité du JT de 13h. Là, il est avec Aminata Maresso. Au Sénégal, les fêtes nationales telles que la Tabaski, des moments très festifs, une forte consommation de produits divers et variés, occasion saisie par certains vendeurs et autres commerçants pour introduire sur le marché des produits avariés. On a pu découvrir ce dimanche dernier d'ailleurs, sur la route de Rufisque, des stocks impressionnants, dans un dépôt, des stocks impressionnants de riz impropres à la consommation humaine. C'est du riz qui était destiné à la consommation animale et les délinquants qui ont été pris étaient en train de changer les vieux sacs avec les dates de péremption déjà passées, pas de nouveaux sacs avec des dates de péremption en décembre 2017. Pour le président de l'association SOS Consommateurs, le danger est bien là. L'urgence de sensibiliser les consommateurs est nécessaire. Il faut que les gens fassent très attention à ce qu'on leur vend et au prix où on leur vend ça. Parce que c'est des stocks qui vont être écoulés dans les loumans ou à l'intérieur du pays. Hein, des pauvres personnes qui vont manger ça parce que le prix était des prix très abordables. Donc il faut que les gens fassent attention à ce qu'on leur vend. Parce que c'est une question de sécurité sanitaire, c'est une question de santé. Une surveillance beaucoup plus accrue dans les marchés, également préconisée. Il faut que l'État donne les moyens qu'il faut pour augmenter la surveillance, surtout le ministère du Commerce, qui doit être un grand ministère avec de gros moyens. Parce qu'il y a des problèmes de consommation, il y a des problèmes de santé publique. Et donc, il faut de la surveillance. Parce que la délinquance économique au Sénégal, elle est aggravée. Il y a des gens qui se comportent d'une façon tellement criminelle et qui ne sont pas sanctionnés. Maître Massornakan plaide pour des sanctions pécuniaires très sévères à l'encontre des auteurs. Aminata Maresso, je vous l'annonçais dans les titres, le stationnement d'Arafat, un événement très symbolique pour les musulmans, célébré ce jeudi, une occasion pour la communauté de profiter des bienfaits de cette journée très importante. L'imam Mokhtar Ndiaye en parle dans cet élément signé à Cheikh Hassan Affal et Pape Sangoné Baye. Le 9e jour d'Al-Jidda du calendrier musulman correspond au jour du stationnement d'Arafat, une journée très symbolique pour l'islam. La station d'Arafat constitue l'étape la plus importante du pèlerinage. C'est pourquoi le prophète Mohammed nous a clairement signifié que Al-Hajj Arafat, que le pèlerinage c'est la station d'Arafat, n'est-ce pas? La seule occupation du pèlerin en ce jour et en ces lieux demeure la prière, l'invocation, la lecture du Saint-Coran et la talbiya, qui est la formule de labaïk, n'est-ce pas? Une seule recommandation faite aux non-pèlerins pour magnifier ce jour pour une récompense aussi majestueuse. L'adoration majeure en ce jour d'Arafat,
c'est le jeûne pour les non-pèlerins. Le prophète Mohammed nous dit dans un hadith que quiconque jeûne le jour d'Arafat, pour les non-pèlerins, je dis bien, cela vaut l'absolution de 2 années de péché, n'est-ce pas? On te pardonne tes péchés de l'année antérieure et ceux de l'année ultérieure, n'est-ce pas? La commémoration de la station d'Arafat arrive chaque année au 9e jour du mois d'Al-Jidda et précède également la fête de la Tabaski, à l'exception de cette année, où le Sénégal fêtera l'Aïd el-Kabir, le 11e jour du mois d'Al-Jidda. Puis les troupeaux venus du Mali et des autres régions du Sénégal à Dakar, ces moutons communément appelés Tchongal s'offrent à des prix très variés et très accessibles, entre 70 000 et 200 000 francs CFA. Les clients apprécient, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Aminata Baresso et Younous Diatal. On fait signe que l'élément n'est pas en place. Certainement, nous y reviendrons avant la fin de ce journal. L'approche de la Tabaski, le flux de voyageurs qui quittent Dakar pour les régions pas encore aussi dense pour le moment. Les passagers ne se bousculent pas chez les bus communément appelés horaires. Idem chez Dakar Demdik. C'est un reportage signé Dissa Prera et Pape Sangone Baye. Castor, Kerbayas. Les rabatteurs empilent les valises, bagages et autres moutons sur le porte-bagages de ce bus. À l'intérieur, les voyageurs éventails à la main ont sagement pris place. Destination Medina Baye, Kaolack. Déjà, c'est un bus horaire. Ensuite, le prix est très abordable. C'est-à-dire pratiquement toujours mon yóbbu quoi. Même bu dul événement fi lañuy duggé parce que mo ñu yóbbu suñu koñ. Parce que nga xam ne fi lañ dëkk quoi. Am na bu la neexee sax mën nga dox dem sa kër. 2500 francs, c'est le prix du billet aller sans compter la taxe sur les bagages. Mais à ce prix, les voyageurs ne se font pas prier pour embarquer. Non, fii moom amul problème. Gaa moom nañ la fayoo ko bagage. Mais nag bagage boo ñëw nañ ko yóbbu. Il coûte 2200 et ça ne change pas. C'est pareil pendant les fêtes comme pendant les jours ordinaires. Fatou Diop, elle, veut se rendre à Kaolack pour la Tabaski. Venue chercher son billet, la jeune femme se voit rétorquer que pour cette destination, le bus affiche le plein. Députée, Fatou Diop et sa sœur devront trouver un autre moyen pour rallier Kaolack. Je pars à Kaolack, mais là je viens, on me dit que tous les tickets sont terminés. Il n'y aura plus de tickets jusqu'après la Tabaski. Les gens de véhicules sont confortables. Il y a la sécurité aussi. À l'image de Fatou, beaucoup d'autres usagers sont rentrés bredouilles du terminus de Liberté 5. En cette veille d'Aïd el-Kabir, la demande est plus forte que l'offre, malgré les dispositions particulières prises par la société Dakar Demdik. Déjà, on a maintenu la programmation habituelle et on a renforcé les lignes comme Saint-Louis, comme Kaolack, comme Touba, etc. Donc on a renforcé des lignes. Vous savez que Sénégal Demdik est encore à l'état de projet. Que le voyage se fasse en autocar ou avec tout autre moyen de transport, célébrer la Tabaski en famille, où qu'elle soit dans le pays, reste une obligation pour beaucoup de Sénégalais. Dissa Prera, le ministre du Commerce annonce 40 000 tonnes d'oignons et 7 000 de pommes de terre sur le marché à la veille de la fête de Tabaski. Aliou Sarr a effectué ce matin une visite au marché de Gueule-Tapée et des Parcelles Assainies. Il rassure, aucune spéculation sur les prix ne sera tolérée. Un reportage signé Fatou Bintou Conté et Diafaraba. À quelques jours de la fête de Tabaski, le ministre du Commerce rassure de la disponibilité de l'oignon et de la pomme de terre sur le marché. Aliou Sarr annonce que 40 000 tonnes d'oignons sont arrivées actuellement au Sénégal. Heureux de constater d'abord la présence de ces deux produits essentiels dans les étals, dans les marchés, et surtout ici dans le marché de Gueule-Tapée qui est un marché d'éclatement. Mais également au port où nous avons un nombre de conteneurs assez important qui sont là. Un seul des importateurs a importé aujourd'hui 2500 tonnes, en l'occurrence Dieye et Frères. Et si nous tenons compte des autres, nous sommes quasiment à plus de 7000 tonnes de pommes de terre qui sont présentes aujourd'hui sur le marché. Oui, aujourd'hui nous sommes à 40 000 tonnes pour l'oignon. Donc 40 000 tonnes sont arrivées, donc naturellement ça se passe très très bien. Malheureusement, une spéculation sur le prix du sac faite par la vente libre se fait sentir au grand dent des revendeurs.
C'est ainsi qu'ils procèdent à chaque veille de fête. Certains commerçants en profitent pour augmenter les prix. Il n'y a pas si longtemps que cela, ils nous ont vendu le sac à 7 500 francs. Et voilà qu'hier, subitement, ils l'ont augmenté à 8 500 francs. Vous pensez vraiment que le ministre se fait menaçant face à cette situation et estime que le gouvernement n'acceptera pas les spéculations et sera ferme envers les commerçants malhonnêtes. On appelle à tous les commerçants pour le dire simplement que le gouvernement n'acceptera pas aussi une spéculation dégrade le pouvoir d'achat des consommateurs. J'en appelle donc à la responsabilité des uns et des autres. Naturellement, le produit est là et le gouvernement n'hésitera pas aussi à ouvrir davantage les frontières pour que le produit soit présent dans les coins les plus reculés du Sénégal. Chaque année, nous rappelons que le ministre du Commerce effectue une opération traditionnelle de visite des marchés à quelques jours des fêtes. La succession de fêtes au Sénégal, un véritable casse-tête pour les chefs de famille. À titre d'exemple, un mois après la Tabaski, ils devront enchaîner avec la rentrée scolaire. Vraiment pas facile de s'en sortir, comme vous allez le voir dans ce reportage signé à Fatima Taba et Abdoulaye Diallo. Trouvé en train de marchander couteaux, fourneaux et autres accessoires, Ibrahim Assi prépare activement la fête de Tabaski. Pour sa père de famille, le nécessaire est disponible pour le sacrifice du mouton. Bon, il y a la fête de la Tabaski qui est une fête spirituelle, c'est notre religion, donc c'est une priorité. Aussi les enfants, on doit aussi les mettre heureux, qu'ils se sentent aussi dans la fête, que c'est leur fête. Seydina Alioune Diop est commerçant. Il se frotte les mains en cette veille de fête. Mais pour lui, la priorité reste l'éducation de ses enfants. La Tabaski, c'est une fête importante pour nous musulmans. Mais à mon avis, l'éducation des enfants est la priorité. Acheter des fournitures, des habits pour les enfants et les encourager à aller à l'école. L'éducation passe avant tout. La fête de Tabaski, c'est dans quelques jours. La rentrée des classes, dans moins d'un mois. Pour les parents rencontrés, il faut s'organiser. Nous devons soutenir nos époux. Il y a trop de fêtes, donc les dépenses deviennent un tout petit peu compliquées pour eux. Il faut juste faire le nécessaire. Certes, c'est important, mais je crois que l'éducation des enfants prime surtout. Il faut s'organiser, assurer le nécessaire pour la fête de Tabaski. Mais il faut également penser à la rentrée des classes. L'école aussi, c'est indispensable. Aller à l'école, c'est indispensable. Il faut préparer les enfants d'abord, les gâter, les rendre heureux. Et puis, ils seront très motivés d'aller à l'école. C'est très important de mettre les enfants dans de très bonnes conditions. Les fêtes se succèdent au Sénégal, ce qui constitue un véritable casse-tête pour les pères de famille. Le secret, aller priorité par priorité. Je vous le disais également dans les titres, les riverains du stade Léopold Sédar Senghor indisposés par l'insécurité et l'insalubrité qui règnent autour du stade. Ils fustigent l'implantation de ces points de vente de moutons autour de l'infrastructure qui doit abriter un match international le 1er septembre prochain. Un reportage signé Ababakar Kamara et Habib Faye. Le stade Léopold Sédar Senghor change de décor à quelques jours de la rencontre Sénégal-Burkina Faso. Des moutons, de l'insalubrité, sans compter l'insécurité qui hante le sommeil des riverains. Les vendeurs sont confrontés au vol de bétail et aux agressions. Au secours, leur cri de cœur. Si nous ne payons pas de l'argent, le camion de ramassage refuse de prendre nos ordures. Il refuse même de nettoyer les lieux. Quand nous avons par exemple un cadavre de mouton, nous payons les charretiers pour les jeter de là. S'y ajoutent aussi les voleurs de bétail qui nous causent de sérieuses difficultés. Si nous les interpellons, nous ne pouvons pas nous faire justice nous-mêmes, car les forces de l'ordre nous en dissuadent. Nous ne pouvons rien faire pour protéger nos bétails, c'est vraiment dur, et ils sont toujours présents. Insécurité et insalubrité inquiètent également les populations riveraines. Parfois, les voleurs se réfugient dans le quartier et notre vœu, c'est de les chasser des alentours du stade avant le match. Car avec ça, nous ne pouvons pas faire la queue pour accéder au stade. Nous sommes dans des difficultés. Nous ne pouvons pas dormir paisiblement à cause du désordre et de l'insécurité. Et le Sénégal n'a qu'un seul stade. Et je vois anormal d'implanter un point de vente aux alentours du stade.
L'inquiétude est aussi au rendez-vous chez ces sportifs qui arborent déjà un maillot aux couleurs de l'équipe nationale. Ce n'est pas du tout sûr. Il faut que les autorités prennent des choses en main pour éviter le désordre. Cette fois-ci, le stade sera plein et les gens viendront supporter l'équipe. Toutefois, des solutions ne manquent pas pour faire face à cette situation. Le match coïncide avec le jour de la fête de Tabaski, donc on n'y peut rien. Le décor ne peut pas changer à temps. C'est vraiment honteux pour notre pays. Ils doivent quitter les lieux car ce n'est pas bon pour l'image du Sénégal. À noter que le gouverneur de Dakar était sur les lieux cet après-midi pour mettre de l'ordre avant le jour du match Sénégal-Burkina Faso. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le maire de la Patte d'Oie lui demande à l'État et la FSF de les associer dans l'organisation des grands matchs au stade Léopold Sédar Senghor. Banda Diop estime avoir pris ses responsabilités pour protéger les habitants contre d'éventuels débordements. Je vous propose de l'écouter au micro d'Habib Faye. Je partage les mêmes inquiétudes avec les riverains, les populations riveraines, mais également les occupants du parking du stade. Et pour le match du 2, voilà vraiment c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. Une insécurité grandissante avec l'approche du match du 2 septembre qui est un match international. Aujourd'hui, l'État devait être dans la posture beaucoup plus clairvoyante, d'essayer d'aménager même le parking. J'ai demandé à l'État du Sénégal, aux autorités fédérales, aux autorités du ministère des Sports, de penser à une organisation du parking du stade. Parce que comme vous le savez, je l'ai tantôt évoqué sur certaines questions. J'ai dit qu'aujourd'hui, la commune de la Patte d'Oie reçoit 0 centime, n'est-ce pas, des matchs internationaux au niveau du stade Lamine. L'actualité internationale à présent qui nous mène en Afrique du Sud, en Sierra Leone, au Togo et au Niger, où des pluies diluviennes ont fait une quarantaine de morts. Daniel Diouf. Au Niger, les pluies torrentielles ont fait au moins 44 morts à Niamey et dans d'autres régions. Niamey est la région la plus touchée, avec près de 100 mm de pluie tombée en l'espace de quelques heures, causant la mort d'au moins 16 personnes. Les autorités ont demandé aux habitants des secteurs à risque dans la capitale de quitter leurs maisons, qui menacent de s'effondrer, et de chercher refuge dans les écoles. Les spécialistes attribuent ces inondations dans la capitale nigérienne essentiellement aux constructions dans des zones inondables, ainsi qu'au manque de caniveaux pour l'évacuation des eaux. Le gouvernement a décidé de fournir une aide alimentaire d'urgence aux sinistrés. Au Togo, les partisans du parti au pouvoir, l'Union pour la République, étaient dans les rues de Lomé mardi pour défendre la paix et les institutions. Une marche organisée en réponse aux manifestations de l'opposition du 19 août dernier. Des manifestations qui ont coûté la vie à 2 personnes. Dans la marche d'hier, ils étaient plusieurs milliers de sympathisants qui manifestaient leur soutien au président Fornia Singbe. En Sierra Leone, le siège de l'ADP, l'Alliance démocratique party, le principal parti d'opposition, a été la cible d'une attaque incendiaire. Le feu a été causé par une bombe à essence, selon le leader du parti qui s'est confié à un journaliste de l'agence Reuters. Pour rappel, le leader de l'ADP a été libéré sous caution le 7 juin dernier après avoir été accusé pour détention illégale d'armes à feu. Mohamed Kamaraimba Mansaray avait nié les charges retenues contre lui. Il avait quitté le parti au pouvoir pour fonder en 2015 l'ADP. Enfin, voici un ministre qui a osé dire haut ce que la majorité des Africains jusque-là pensaient tout bas. Il s'agit d'Aaron Mosseladi, le ministre sud-africain de la Santé. Il a sommé les chefs d'État du continent de se soigner en Afrique alors qu'il prenait part à une rencontre organisée par l'OMS au Zimbabwe. Le ministre sud-africain de la Santé avait dit à ses pairs, je le cite, « Nous sommes le seul continent qui a des leaders qui se soignent en dehors du continent. Nous devons avoir honte de cela.
Nous devons promouvoir nos systèmes de santé. Fin de citation. Le ministre sud-africain voulait attirer l'attention des leaders africains sur l'état des centres hospitaliers de leurs pays respectifs. Merci Daniel Diouf, c'était le dernier élément de ce journal. Retrouvez l'information à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.